Commençons donc. Bonjour à tous, Bonjour. bienvenue sur ce webinaire. Je vais publier un petit message dans la conversation, je vous laisserai le lire. C'est un petit message de bienvenue bien sûr. Également, si vous voulez en savoir plus sur Silegal, je vous mets un lien dans ce petit message-là. Globalement, pour ce webinaire-là, donc on va parler pendant 30-45 minutes avec Christian sur un sujet qui est du grand groupe à l'entrepreneuriat, qui est un sujet assez majeur, je trouve, moi en tout cas, parce qu'il y a pas mal de gens qui passent du salariat à l'entrepreneuriat et c'est intéressant de voir un peu le cheminement de pensée derrière ça. Pour tout ce qui va être des questions par rapport à toutes les personnes qui sont sur ce webinaire, déjà merci d'être présentes. Et ensuite, si vous voulez poser vos questions, vous avez un espace qui s'appelle Q&A. Donc, vous pouvez le faire bien sûr dans la discussion du webinaire, hein, mais dans l'espace Q&A, c'est encore mieux. Et globalement, on y répondra à la fin de ce webinaire. On prendra 15 minutes. S'il y a beaucoup de questions, on pourra peut-être même prendre un peu plus. S'il y a des questions qui sont intéressantes dans le sujet auquel on discute, Christian, je ne sais pas si ça te va, mais potentiellement, je pourrais peut-être la poser aussi. Comme ça, on y répond directement en direct, si vraiment ça a un impact sur la discussion qu'on a. Bien sûr, mais je t'invite Euh, à le faire même parce que c'est vrai que si tu as des questions qui te viennent comme ça en plein milieu de la discussion, bah, vaut mieux y aller parce que ouais, c'est pour ça. moi, je peux oublier des choses ou ne pas dire des choses qui peuvent être intéressantes. Donc, allons-y. Exactement, moi j'ai tendance à faire ça un peu. Donc voilà. Donc très rapidement pour ce webinaire, il y a une première partie où Christian, tu vas peut-être un peu te présenter aussi, nous présenter ta startup. Bien sûr. Je me présenterai moi très rapidement et c'est les gaz aussi pour que les personnes sachent un peu qui nous sommes. Et après on enchaînera directement donc sur le webinaire sur du grand groupe à l'entrepreneuriat. Je te laisse Super. peut-être commencer Christian, te présenter un petit peu, nous en dire un peu plus sur toi, ton expérience que tu as pu faire et après nous parler un peu d'ID3. Tout à fait. Donc, bonjour à tous. Merci d'être là. Je m'appelle Christian Gulima. Je suis un des 4 cofondateurs de ID3. Et donc, pour commencer, moi, j'ai démarré toute ma carrière professionnelle dans le monde du design automobile. J'ai fait une grande école de design, une parmi les 3 plus réputées dans le monde. J'ai eu cette chance-là parce qu'elle était dans la ville où j'ai grandi en Allemagne. Et donc, j'ai fait cette école qui m'a ouvert beaucoup de portes dans le monde automobile où j'ai fait une carrière qui a commencé dans un groupe allemand. Voilà. Après, j'ai changé à un autre groupe allemand et après, je suis arrivé en France où j'ai travaillé depuis 2005. En effet, où j'ai commencé en tant que designer opérationnel au début. Et petit à petit, j'ai pris des postes de management et de direction jusqu'au point à gérer des lignes de produits à l'international à la fin de ma carrière avant de quitter l'industrie automobile pour créer une start-up issue d'une idée qui est née sur le terrain. Euh, voilà, et qui m'a donné du sens et l'envie de restructurer ma vie et de redémarrer de zéro et faire quelque chose de nouveau. Trop Voilà. bien. Ok, donc dans des grands groupes, principalement que dans l'automobile. T'as pas eu d'autres expériences avant ou différentes, ou c'est vraiment que dans des boîtes dans l'automobile, quoi. Pas du tout, c'était que dans des boîtes autonomie et c'était issu du fait que j'étais passionné, depuis toujours, j'étais passionné du dessin, de l'art, de la créativité. Et en Allemagne, et quand on fait son bac, on doit se spécialiser dans les choses dont on est le plus à l'aise. Et donc, j'étais spécialisé dans les langues, à savoir que c'était une de mes passions aussi, et dans tout ce qui est artistique, le dessin, etc. Et un de mes enseignants à l'école, il m'a dit, il faut que tu en fasses un métier, c'est pas possible, tu es trop passionné pour ne pas faire quelque chose que tu aimes. Et donc, du coup, Génial. il m'a poussé vers cette école qui était très reconnue. C'était pas évident d'y rentrer parce qu'ils prennent très peu de candidatures. Donc, j'ai postulé, j'ai été accepté et donc ça m'a ouvert les portes dans le monde automobile et c'était uniquement le monde automobile, en effet. Ok, génial. C'est quoi le nom de cette école? C'est l'école de Pforzheim. Bon, c'est que les connaisseurs qui vont connaître. Donc, il y a plusieurs écoles. Il y en a une même à Paris qui s'appelle le Strat College, Ok, Strat College of Art and Design. Et donc, l'école de Pforzheim, c'est la ville de Pforzheim, et donc elle est très connue. Et il y a le Royal College of Art et l'école de Coventry en Angleterre, donc qui font partie parmi les plus réputés. Et ok. c'est vrai, c'est un métier des passionnés, donc il faut aimer la bagnole. Oui, oui. C'était mon cas, et il faut aimer, donc il faut aimer ce qu'on fait, donc le dessin, l'art, la création, etc. Trop J'ai bien. toujours dessiné. Non, mais génial. Et donc, tu disais tout à l'heure un peu, donc là, peut-être nous présenter un peu plus ID3 aussi, où est-ce que ça en est aujourd'hui, enfin, même pas où est-ce que ça en est, mais plutôt qu'est-ce que tu fais rapidement, parce qu'on va y revenir après dans la suite un peu du développement du webinaire, mais globalement, si tu peux nous en dire un peu plus sur qu'est-ce qu'ID3? Donc, ID3, c'est à l'opposé de tout ce qui est design et créativité directe, comme je le faisais avant. ID3, c'est un outil RH, c'est un outil de pilotage et de monitoring qui permet notamment de mesurer
et de diagnostiquer tout ce qui est autour de la qualité de vie au travail. Quand je dis diagnostiquer, c'est que ça va beaucoup en profondeur. Ça va donner des résultats quantitatifs, qualitatifs à la fois par équipe, par entité, par population, et même iLitry fait partie des outils rares qui vont très loin parce que ça permet d'identifier les risques psychosociaux dans l'entreprise avec plusieurs méthodologies scientifiques que nous avons digitalisées. Voilà, et qui permettent notamment de comprendre tous les déclencheurs d'un potentiel risque et tout ça, équipe par équipe. La deuxième chose qui est très intéressante, je pense, pour iLitry, c'est que la plupart de ces démarches fonctionnent souvent avec des cabinets RH, des consultants. Il y en a plein d'outils, mais ils sont plutôt adaptés aux grands groupes. Et nous avons identifié qu'il y a un marché de PME et ETI qui ont peu de solutions qui sont complètes. À savoir, il y a des solutions sur le marché, mais elles sont pas toutes complètes parce que parfois, c'est juste des outils de sondage qui n'ont pas de contenu RH, etc. Nous, on propose tout ce contenu clé en main, aussi en marque blanche pour les cabinets, notamment. Et on a plein de clients qui sont cabinets à ce jour. Voilà. Et la clé de tout ça, c'est qu'on peut travailler avec notre outil en toute autonomie. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de passer par quelqu'un d'autre. On ouvre un compte, on peut prendre tout en main soi-même et tout faire soi-même avec cet outil. Génial. Ok. Aujourd'hui, on est à peu près 40 000 utilisateurs actifs, 1500 clients freemium et 150 clients payants. Voilà. Donc, Génial. Ok. depuis novembre 2019 qu'on a démarré l'activité officiellement, ça a bien progressé depuis. Donc une belle progression. Ok. Bah, beau teasing. Et on va voir justement dans ce webinaire les étapes de ta première expérience dans l'automobile jusqu'à la création de ta startup, voir un peu ce qui s'est passé. Très rapidement, donc moi, pour me présenter, donc je m'appelle Mathieu, ça fait 3 ans et demi que je suis dans l'univers entrepreneurial. Dans un premier temps, j'ai créé mon entreprise et dans un second temps, j'ai travaillé chez Seal Legals pour accompagner les startups dans tout ce qui va être au niveau de la levée de fonds, de l'intéressement de salariés ou advisor au capital. Donc pas mal de sujets, on va dire, assez larges reliés au capital de l'entreprise. Et donc Seal Legals, c'est une plateforme qui digitalise la partie juridique de ces opérations-là avec un accompagnement à la fois d'un expert juridique et à la fois aussi d'un expert stratégique, plus sur la partie levée de fonds par exemple, ou ce genre de choses. Donc voilà, c'est très rapide, comme ça vous savez un peu aussi qui nous sommes. Christian qu'on a accompagné justement, qui a lui-même fait une levée de fonds via Seed Legal, donc c'est pour ça qu'on se connaît. Au moins vous avez tout le contexte. Et je propose qu'on enchaîne directement du coup sur le premier sujet qu'on va aborder, qui va être pour moi ultra intéressant. C'est la partie plutôt expérience dans ce grand groupe, parce que c'est justement, on va voir qu'il y a un vrai lien et un vrai passage entre ton expérience de grand groupe à ton expérience entrepreneuriale. Peut-être tu peux nous en dire un peu plus justement sur alors, le poste que tu avais à l'époque, alors les différents postes que tu as pu faire, parce que tu nous as parlé rapidement que tu as commencé un peu au bas de l'échelle, mais que tu as monté assez vite. Peut-être nous refaire un peu une chronologie jusqu'à arriver un peu au dernier poste que tu as pu faire dans cette boîte, celui qui va nous intéresser sur ce cas-là. Tout à fait. Donc, quand on finit une école de design automobile, on commence comme junior designer. Ça veut dire qu'on est junior Ok, et on commence à faire souvent des projets d'avance de phase. L'avance de phase, ça veut dire les projets avant les projets de production. Ça veut dire qu'on fait un petit peu de la recherche et du développement sur des prototypes qui explorent beaucoup plus que les prototypes qui vont en série plus tard. Donc, ok, j'ai commencé avec ce type de job. Et petit à petit, j'ai fait, après 1 an ou 2, j'ai commencé à avoir de l'expérience et j'ai commencé à faire, donc dessiner des jantes, des antennes, des rétroviseurs, etc. parce qu'on a commencé à me faire confiance. Petit à petit, on arrive au point où on peut dessiner toute une voiture. Et moi, j'étais notamment spécialisé dans les extérieurs de voitures. Donc, j'ai commencé à travailler sur des vrais projets extérieurs en intégralité. Ça veut dire du sketch du dessin jusqu'à construire des prototypes. énorme. Et une fois qu'il y a donc un prototype qu'on a réalisé, il se met en compétition avec d'autres designers qui, comme moi, construisent des prototypes pour cette même marque et pour cette même gamme de produits. Et D'accord, il y a des étapes différentes sur lesquelles la direction passe et ils vont faire leur choix. Ils vont dire, tiens, j'aime bien cette proposition et cette proposition, les autres sortent parce que c'est pas assez adapté. Ouais, donc c'est un job qui est tout le temps en compétition. ok. Et donc, Ah oui, d'accord. j'ai eu la chance donc d'apprendre dans des groupes allemands qui sont quand même super experts dans le monde automobile. Et suite à un événement assez brutal qu'on va dévoiler un petit peu plus tard, euh, j'ai changé de pays, j'ai changé de vie. Je suis arrivé en France en 2005 où j'ai commencé ce même job donc de designer senior.
parce que j'avais déjà de l'expérience. J'ai eu la chance de réaliser des premières voitures qui sont sorties en production. Voilà. Et petit à petit, je suis monté dans des postes de management où j'avais des petites équipes qu'il fallait coacher, auxquelles il fallait apprendre, qu'il fallait accompagner, notamment dans le processus du design de A à Z que je connaissais bien Ouais, bien sûr. désormais. Et donc, plus tard, on m'a fait confiance. Un jour, un des grands directeurs m'a appelé. Il a dit, tu as beaucoup d'expérience dans tel milieu. J'ai envie que tu prends un projet de A à Z, que tu l'inities, donc depuis la phase avance de phase, donc très tôt, recherche et développement, jusqu'à en faire un produit de marque avec une gamme entière avec plusieurs produits. Et c'est un projet international. Donc, c'est ça qui m'a permis de voyager dans le monde, en Inde, en Amérique latine, au Japon, Génial. etc. Et qui a toujours été un job très, très passionnant pour moi. J'ai été privilégié, j'ai envie de dire, parce que c'est pas donné à tout le monde d'avoir cette passion. Voilà, mais ça a été une très, très belle époque que j'ai adorée. Euh, Donc en fait, donc, si je comprends bien, tu as vraiment fait une première expérience qui t'a permis de gagner de l'expérience, ouais, en Allemagne. Et oui, tout après, il y a à eu fait. cet événement, on va parler juste après, qui t'a fait arriver en France. Et c'est là où tu as vécu, on va dire, ta meilleure expérience aussi, finalement, parce que tu as géré de A à Z toute une gamme à l'international, etc. Donc je suppose que vraiment l'expérience devait être folle, quoi, à ce moment-là. Elle était folle, elle était chouette parce que enfin, j'ai enchaîné les grandes villes. Avant d'arriver en France, j'ai vécu aussi à Barcelone où j'ai travaillé pour un grand studio de design d'une marque reconnue que je vais pas nommer, on va pas nommer toutes les marques quand même, Ouais, bien sûr. mais voilà, donc c'était chouette, c'était toujours un cadre de vie, des cadres de vie assez sympathiques parce que il y avait que des gens passionnés autour de moi, parce que ça permettait de voyager, parce que ça permettait de réaliser des prototypes dans des pays divers, etc. Bon, pas très stable au niveau famille et tout ça parce que Ouais, c'est ce ça que j'allais bougeait, dire. ça bougeait pas mal. Mais c'était une chouette période. Franchement, c'était une chouette période qui finalement a mal fini à un moment donné parce que il y a plusieurs événements qui se sont enchaînés et j'ai fini en burn-out justement avant d'arriver en France. Et ça m'a bien marqué. Ouais, Et non, mais ça a bien. justement, c'est ce que j'allais dire, c'est que le rythme de travail devait quand même être soutenu. Dans le sens où, déjà, si C'était tu un. voyages énormément, ça doit être fatigant mentalement de prendre l'avion, etc., etc. Et en plus de ça, comme tu m'as dit au tout début, il y a de la compétition finalement avec tous les autres designers. Donc je pense Exactement. mentalement, ça doit être compliqué de toujours être dans la compète. C'est ce qui ressemble étrangement à l'entrepreneuriat. Alors je pense que tu aimes bien la compétition finalement. Mais c'est ça, le rythme de travail devait être compliqué, quoi. Donc le rythme de travail était pas si compliqué que ça. Ce qui était plutôt compliqué, c'était qu'on était souvent en compétition avec des copains. Parce qu'on s'entendait tous bien, on était Ok, ouais. tous passionnés, on sortait le soir ensemble, on faisait des restos, on était tous animés et très motivés par ce qu'on faisait. Mais quand c'était la compète, ça arrivait parfois qu'on se parlait même plus les uns avec les autres, tellement Ah c'était oui, compétitif. ok. Voilà. Et en plus de ça, bon, disons que j'avais ma règle pour me préserver, c'était de travailler, de tout donner. J'avais une vraie conscience professionnelle et j'avais envie de réussir, mais c'était de pas travailler les week-ends, par exemple. Donc, j'essaie quand même d'avoir un cadre qui me permettait de rester dans un espace un petit peu zen, etc. Ok. Et ce qui a un petit peu démarré cette dégradation soudaine, en fait, c'était un changement d'entreprise. Donc, je suis arrivé dans une entreprise, dans une équipe de super performeurs, en fait, où le stress a augmenté soudainement Ok. où je sentais que de la part des managers, etc., il y avait un vrai manque d'autonomie. Donc, on nous accordait pas l'autonomie nécessaire pour relâcher cette créativité et C'est- la vivre parce ouais. qu'il y avait du surcontrôle quelque part. En plus de ça, il y avait peu de soutien social parce qu'on était en compète avec les autres collègues. Donc c'était quand il y avait de la pression, donc on était en compétition. Et en plus, la reconnaissance managériale était faible parce qu'on contrôlait tout le temps, parce qu'on n'avait pas confiance dans ses équipes. Donc, stress plus manque d'autonomie, plus manque de soutien social, plus manque de reconnaissance managériale faisait on commençait à douter en soi. Et quand on commence à douter en soi, on se dit peut-être je suis pas au niveau, peut-être que mon niveau des Ouais, bien compétences sûr. n'est pas assez bon pour y faire face. Et donc, on commence à douter de soi et c'est une espèce de spirale qui te fait rentrer dans un cercle vicieux, à vouloir travailler plus pour compenser parce que tu penses que c'est toi,
Et en fait, il y avait tous ces facteurs-là qui ont vraiment déclenché quelque chose de profond en moi qui faisait que je pouvais plus dormir la nuit, j'ai perdu mon appétit, je rentrais le soir, j'étais mal, et j'ai commencé à vraiment beaucoup douter. Euh, donc, Ouais, bien euh, sûr. Ok. ça a fait un grand bim où Donc je savais plus. ça c'est l'époque justement avant que tu C'est- partes c'est- de l'Allemagne, quoi, finalement. Exactement. C'était l'époque avant de quitter l'Allemagne, exactement. C'était l'époque où j'ai décidé de prendre les choses en main, de pas me laisser faire, de pas subir ça. Je sentais que je n'étais pas du tout bien et j'ai décidé de changer les choses. Et c'est là Ok. où j'ai cherché d'autres opportunités professionnelles et je suis arrivé en France, notamment dans un groupe très connu français où petit à petit, j'ai repris confiance. On m'a fait confiance et j'ai senti que j'ai refleuri comme une petite Ouais. fleur. Mais du coup, Et là, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, dans ce que je perçois, entre guillemets, au-delà du burn-out, où on va en rediscuter après, mais globalement, là, de ce que je comprends, entre guillemets, c'est que la relation avec tes managers est ultra importante dans le changement, on va dire, de. Est-ce que tu me dis que tu as changé d'entreprise, que tu es arrivé dans un environnement qui est un peu plus, on va dire, il y avait moins de choses qui te permettaient de toi d'exprimer ta créativité, etc. Donc finalement, le management est ultra important pour le bien-être de ces équipes. Ça, c'est un point que je retiens de ce que tu dis. Euh, tout à et fait. surtout, bah, je pense que ça te sert aujourd'hui dans ta startup. Tu vois, si tu as des personnes que tu manages, ce que je pense qui est le cas, globalement, tu ne dois pas reproduire les mêmes erreurs. Donc, est-ce Exactement. que c'est pas un mal pour un bien aussi, tu vois, d'avoir vécu un peu ces expériences-là, entre guillemets? C'est un mal pour un bien parce que j'ai connu le meilleur quand j'ai connu le pire dans le monde du travail, notamment très focalisé dans la créativité. Il est bien connu que dans les milieux créatifs, il y a beaucoup de burn-out, beaucoup des gens qui finissent parfois mal, etc. Donc c'était un mal pour un bien dans le sens où effectivement, j'ai changé les managers. Je sentais qu'il y avait des managers peut-être plus bienveillants, qui commençaient plus à faire confiance, qui laissaient plus d'autonomie. Mais il faut absolument pas négliger l'impact des équipes, parce que les équipes, les collègues qui nous accompagnaient, bah, ils jouent un rôle Ouais. très important aussi. Parce que si on est bien dans son équipe, on est capable d'être plus créatif, de mieux performer. Si les managers font confiance, ils laissent plus d'autonomie pour pouvoir le faire. Et petit à petit, bah, au début, j'avais un petit peu du mal parce que j'étais encore dans la terreur du job que j'avais vécu avant. Donc, je me souviens, pendant 6 mois, je regardais tout le temps derrière moi s'il n'y a pas quelqu'un qui vient contrôler ce que je faisais. Ouais. Voilà. Petit à petit, bah, j'ai surmonté ça. J'ai gagné confiance en moi. J'ai eu l'occasion de gagner même plusieurs projets qui sont sortis en production finalement, donc des voitures que j'avais fait from scratch jusqu'à la production, jusqu'à la commercialisation. Voilà, et ça m'a donné une confiance en moi qui était énorme. Et c'est vrai que Ah, c'est donc le grâce. manager fait tout, quoi. Le manager fait tout finalement dans ce que tu te dis. Mais c'est intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent qui sont potentiellement aussi soit dans une entreprise manager, Oui. soit en train de créer une entreprise et donc potentiellement manager futur. Euh, Là, je vois quand même qu'il y a un bon manager finalement, c'est un manager qui a confiance dans ses équipes, qui laisse du coup une bonne autonomie. Alors je pense que ça diffère entre les postes, mais globalement dans n'importe quel travail, tu as confiance dans l'équipe avec qui tu travailles, tu laisses beaucoup plus d'autonomie. Du coup, l'équipe, elle, prend plus de choses à charge, mais globalement, elle a Mhm. envie de les prendre à charge parce qu'elle a confiance en elle. Et tout le monde est heureux finalement. Et c'est comme ça qu'une équipe doit fonctionner, je pense. En effet, c'est le manager qui joue un rôle très important. C'est l'équipe qui nous accueille quelque part et qui stimule ce sentiment de bien-être. Elle joue un rôle très important et c'est le niveau de compétence qui joue un rôle très important aussi parce Ah, bien que sûr. si on se sent en phase avec sa mission, on va bien matcher. Si on sent qu'on est sous-compétent et que la mission elle est trop ambitieuse, bah, on va jamais se sentir capable de la maîtriser. On peut parfois se dépasser, mais s'il y a un trop grand écart, ça va pas le Ouais, bien faire. sûr. Et si on est trop compétent et la mission, elle est juste répétitive et on fait des tâches toujours qui sont toujours les mêmes, etc., mais on sent qu'on pourrait faire beaucoup plus, bah, c'est aussi un risque. Donc, il y a plusieurs facteurs qui jouent là-dedans. Donc, je ne me permettrai absolument pas de donner la faute uniquement au manager. C'est tout un contexte, c'est Ouais, bien tout sûr. un écosystème autour d'une personne pour moi créative à l'époque, donc qui jouait un rôle Ok. pour favoriser cette progression en fait. Ok.
très Voilà, clair. qui s'est finalement faite dans ce groupe français, parce que comme je disais, petit à petit, j'ai pris des postes de management, après de direction, Ouais, bien sûr. etc. Et c'est là que notamment, on se rapproche de plus en plus de l'entrepreneuriat, parce que sur un poste de direction, on regarde pas uniquement la tâche qu'on doit faire, on regarde parfois les budgets, le recrutement, Ouais, la commercialisation, le marketing, on travaille avec l'ingénierie, donc tous les départements d'aérodynamique, d'ingénierie, de contraintes de choc piéton et tous ces trucs-là pour une voiture. Donc, ça devient beaucoup plus complexe. Voilà. Et c'est là où on s'ouvre vraiment l'esprit ouais. et on apprend beaucoup, beaucoup de choses. Donc Certes, finalement, un poste, c'est moins créatif qu'au début parce que la créativité directe qu'on avait en tant que designer, elle était exprimée vraiment dans des ouais, formes et euh, dans des images de marque, etc. Mais cette créativité que j'avais en tant que directeur, elle était beaucoup plus ample parce que ça touchait à ouais. tout. Ça touchait à toute la Ouais. ligne d'une production d'une voiture qui faisait qu'il a fallu apprendre beaucoup de choses. Et finalement, en gros, est-ce qu'on peut pas dire qu'un un poste potentiellement de manager dans une entreprise, c'est un peu de l'entrepreneuriat et que du coup, entre guillemets, je pense qu'il doit y avoir beaucoup de personnes qui sont managers dans des entreprises aujourd'hui, qui doivent se dire, moi j'ai trop peur de rentrer dans l'entrepreneuriat parce que j'ai jamais fait ça, etc., etc. Or, tu as des compétences via ton poste de manager dans ton entreprise qui sont nécessaires et incroyables entre guillemets pour l'entrepreneuriat finalement, de ce que je comprends. Toi, Bah, les ça, postes de ça, direction, ça t'a servi vraiment aussi dans ton entreprise qui est arrivée juste après, quoi. Ça dépend. Ça dépend de la mentalité de l'entreprise. En tout cas, en effet, donc ça peut être un tremplin pour se lancer dans l'entrepreneuriat, donc le fait de passer par un poste de manager, mais ça dépend aussi de la mentalité de l'entreprise. Je vais vous donner un exemple. Donc, il y a des entreprises qui sont beaucoup plus rigides où tout ce qu'on fait, même en tant que directeur, on doit le valider avec 10 000 niveaux hiérarchiques différents et il faut la validation de tout le monde. Et OK. finalement, si on doit faire ça, on n'est pas autonome. Voilà. Finalement, si on est très expert dans un domaine, on va moins se remettre en question. On va être dans sa zone de confort, on va faire les choses telles qu'on sait les faire, mais on va moins remettre en question l'innovation, la nouveauté, etc. Je donne OK. l'exemple de Elon Musk, qui n'était pas du tout un bagnoleur, il n'était pas du tout dans le monde automobile, qui finalement, avec cette fraîcheur qu'il avait, il a réuni des équipes et il a fait, d'un côté, il a fait Tesla, de l'autre côté, il a fait SpaceX, et toujours des grandes innovations dans les deux, donc dans la marque automobile comme dans la marque de fusée, que l'on voyait dans l'espace. Ouais. J'ai lu son livre, il commandait parfois des pièces sur eBay pour faire des fusées, quoi. Donc, inimaginable dans un monde d'entreprise classique où tout est structuré, tout est organisé. OK, ouais. Donc, c'est là aussi, l'autonomie, elle est super importante parce que si on laisse l'autonomie aux gens, si on dit pas on a toujours fait comme ça, on doit le faire comme ça, c'est là que la créativité naît. Voilà. Et OK, donc c'est, déjà, ouais, mais je pense que ça doit exister un peu l'intrapreneuriat, moi je suis c'est en très à lien la mode. beaucoup, C'est très, ouais, très à la parce que mode je dans ce moment. Donc, connais Mano Madi qui est par exemple, directeur de la Sodesis, si je dis pas de bêtises, il me semble, qui lui est, fait partie de la phase justement intrapreneuriale de Air France et justement il y a cette, question un peu de laisser la liberté pour, permettre, justement de progresser et de pouvoir innover, mais au sein d'une même entreprise et c'est un peu ça finalement, c'est avoir la liberté, avoir un budget, mais avoir surtout la liberté de pouvoir faire un peu ce qu'on veut, entre guillemets, pour laisser passer la créativité, quoi. OK. c'est ça. Après, il y a des étapes différentes. Donc, il y a des entreprises qui vont faire ça. On va se dire, on va être créatif, on va essayer de faire un truc nouveau. Et dès qu'on a fait un truc nouveau, dès qu'on doit le mettre en production, on revient sur des processus très classiques. Et après, il y a des entreprises qui sont de A à Z novatrices et qui vont tout revoir, donc toute leur production, tout leur processus de production, d'industrialisation, etc., comme on fait Tesla ou SpaceX, qui vont tout innover. Il y a des entreprises aussi qui sont drivées notamment par des missions qui sont très fortes, comme par exemple Patagonia, qui est drivé par J'adore. tout ce qui est la liberté. Il y a tous les gens de Patagonia qui sont drivés par cet esprit de surfeurs, d'escaladeurs, Ouais. etc. Et le rythme de travail est très différent des entreprises classiques. Voilà. Et c'est ça qui est inspirant. Il y a des entreprises qui le font en intégralité, il y a des entreprises qui s'y mettent, et il y a des entreprises, à l'époque, que j'appelle les entreprises top-down, où on donnait une méthode de Ouais, A à c'est Z ça. et tout le monde devait s'y soumettre. Et c'est vrai que si on bouge pas aujourd'hui, on risque de mourir, on risque de stagner, on risque de ne pas évoluer. Et c'est pour cela aussi que beaucoup de grands groupes aujourd'hui, ils ouvrent des petits laboratoires, des labs, Incubateur et des cetera, ouais. incubateurs, etc., notamment ici à Station F, il y en a quelques-uns.
Et même les grands groupes qui sont malins, bah, ils ont compris qu'il faut s'y mettre à jour. Ah bah, Un complètement, ouais. film, un film très intéressant qui stimule beaucoup cette vision d'un nouveau monde de travail, du future of work, qu'on appelle dans des termes start-up. C'est un film de Samuel Durand où j'ai vu la première ici, donc à côté de Station F, il y a à peu près 3 mois. Il s'appelle Time to Work et il parle de tous ces aspects-là qui sont très intéressants, notamment c'est le nouveau monde du travail, Génial. Ok. cet état d'esprit qui est en train de changer. Puis enfin ça, on l'observe même sur LinkedIn par exemple. Moi, je suis actif sur LinkedIn. Baptiste Hermin, je crois, de Pimpan, il vient de donner une semaine à 4 jours. Il y a pas mal d'innovations qui se met justement en place justement sur la création de l'entreprise et comment on peut adapter ça à être en accord avec la nature, avec plein d'autres choses. Bref, il y a beaucoup d'innovations qui se mettent là-dessus et génial. Enfin, c'est un sujet hyper passionnant, je trouve. Exactement. Euh, Histoire, juste avant qu'on passe plutôt au passage de l'entrepreneuriat, moi, il y a un sujet quand même auquel je veux faire une petite loupe, c'est le sujet du burn-out, parce que je pense qu'il y a potentiellement beaucoup de personnes qui sont en burn-out, qui ne le savent pas forcément. Je sais que moi, j'ai ma tante qui a été en burn-out aussi et une de mes cousines, et tu vois, typiquement, ça a été très long en fait à s'en rendre compte. Et je trouve ça important peut-être d'en discuter aussi, peut-être de mettre un peu des mots sur qu'est-ce que le burn-out, pour que les gens qui sont potentiellement en train de le vivre, ou du moins qui connaissent des personnes qui sont en train de le vivre, etc., puissent au moins mettre un mot dessus. Parce que pour moi, c'est vraiment Euh, c'est un truc auquel on doit parler. Je sais pas, toi, qu'est-ce que tu définirais par le burn-out? Tu en as un peu parlé juste avant, justement, donc, des étapes un peu. Donc, moi, j'ai parlé des étapes que j'ai constatées et des étapes qui sont aussi validées par certains scientifiques, notamment l'augmentation du stress, plus le manque d'autonomie, plus le manque de soutien social le manque de reconnaissance managériale, plus le niveau de compétence qui est adapté ou pas avec sa mission, etc. Donc, il y a plusieurs facteurs qui peuvent jouer des rôles importants dans le déclenchement d'un burn-out. Et en fait, qu'est-ce qu'un burn-out? Bah, c'est un épuisement physique, émotionnel, mental, professionnel qui fait on peut mal finir, on peut perdre sa passion pour ce qu'on fait, on peut rentrer chez soi, ne pas être bien, ne plus avoir l'appétit, mal dormir, avoir des cauchemars, avoir un sentiment chronique de fatigue mentale et émotionnelle, une attitude distante avec ses collaborateurs, avec ses collègues, une perte totale d'efficacité, une perte de confiance en soi, une dévalorisation de son propre travail parce qu'on n'y croit plus. Donc, il y a Ok. plein de choses comme ça qui passent par la tête. Je sais qu'il y a eu même des cas des gens qui partent de burn-out et partent une situation chronique comme ça qui a duré et perduré. Bah, il y a eu même parfois des suicides. Je Donc crois que même c'est un vrai sujet, quoi. c'est un vrai sujet et je crois que même euh, comment dire ça mieux. Je crois qu'il y a des lois qui sont en train de sortir qui vont de mieux en mieux encadrer ces sujets-là parce que Ouais. c'est vrai qu'il y a eu des entreprises qui ont trop tiré sur la corde et qui ont eu des suicides, qui ont eu des burn-out, etc. Jusque-là, certaines choses sont encore payées par la Sécu. Petit à petit, c'est en train de prendre une ampleur au niveau européen parce que les États, ils se disent, bah, pourquoi c'est nous qui paierons pour les absences des gens qui vont mal, etc., alors que vous tirez trop sur la corde. Donc, il y a parfois eu des abus. Et aujourd'hui, on se dit, il faut petit à petit qu'on sorte des lois qui obligent les entreprises à mettre en place des mécanismes pour éviter que ça se produise. Et ça, la France, elle est assez en avance là-dessus, mais aussi c'est en train d'être voté au niveau européen. Donc, il y a plusieurs lois Ok. qui vont être adoptées pour protéger normalement les gens de ne pas arriver dans ce type de situation. Parce que le burn-out, depuis des nombreuses années, ça augmente. Ça, je sais pas si tu as les chiffres, mais Oui, j'ai toujours suivi un petit peu les chiffres. Je n'ai pas des chiffres concrets, mais je sais que depuis Covid, il y a eu une explosion, en fait. Il y a eu ok, d'accord. au moins fois 10 par rapport Ah aux oui. années précédentes. Voilà, c'est aussi par le rythme de travail, par la hyperproductivité qui a augmenté, à savoir qu'on devient de plus en plus efficace, de plus en plus productif, on est de plus en plus connecté, on a de mal à se déconnecter le soir, on a toujours son téléphone, on lit ses mails le soir tard, avant de se coucher, ça peut arriver. Il y a beaucoup de gens qui sont ultra hyper connectés, qui ont du mal à lâcher prise et se déconnecter du travail. Voilà, donc le Covid aussi qui nous a parfois isolés a créé une augmentation de l'isolement. Donc, on n'avait plus ces équipes à proximité, on travaillait avec des viséos, beaucoup de managers
en télétravail, ils avaient la panique, donc il y en avait qui faisaient du surcontrôle, donc Ouais, encore on tuait l'autonomie, ou il y en avait qui étaient complètement absents, donc où les équipes disaient mais qu'est-ce qui se passe? Mais moi je sais pas où je vais parce ouais, que ok. mon manager il n'est plus là quoi. Ouais, Voilà, donc donc télétravail, ça a un peu chamboulé un peu tout ça, quoi. il y a eu un vrai déséquilibre qui a eu lieu pendant notamment Covid et notamment donc avec l'avancement technologique et tout ça, bah, il est clair et il est logique que dans une époque où tout le monde pousse la productivité, on essaie de produire encore plus, de faire encore mieux, d'être plus rentable, euh, tout ça. On a du mal à se déconnecter. Ouais. Le monde a été chamboulé avec tout ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire. Bah, il y a eu un vrai déséquilibre au niveau burn-out, risques psychosociaux, Est-ce que c'est pas, etc. est-ce que c'est pas une coupure un peu de la discussion entre le manager, le salarié ou même, enfin, globalement, en fait, c'est ça, c'est il y a plus d'échange, quoi. On est en télétravail, on est chacun derrière un ordinateur. Est-ce que ça joue ça Bah, là-dessus ou pas du tout? moi, je ne sais pas exactement dire si c'est parfois le manque de change qui a joué un rôle. Je sais que ça a été un ensemble de choses, en tout cas, qui ont une énorme influence sur le monde du travail. Voilà, et je crois qui ont fait ça nous a amené dans une période charnière, charnier, comment on dit correctement? Charnière, c'est ça, ouais. Charnière. Ouais. Voilà, charnière, qui nous a tous sensibilisés sur le sujet. On a compris que du télétravail à 100%, ça marche pas toujours. On a compris qu'il y avait des boîtes qui n'étaient pas du tout ouvertes au télétravail, qui finalement se sont mis en télétravail. Et aujourd'hui, c'est un des facteurs clés pour les jeunes qui arrivent dans le monde du travail. Ouais. Il y a des entreprises qui ne proposent pas du télétravail, ils vont pas vouloir venir chez vous. Voilà, Complètement. donc le monde est en train de changer. Il y en a plein qui ont prouvé que ça marche. Le monde est en train de changer aussi parce que, par exemple, il y a des entreprises qui ont mis en place la semaine de 4 jours. Euh, Ouais. et il y a des exemples où à ISO 4 jours, à ISO nombre des collaborateurs, 2 ans après avoir mis en place la semaine de 4 jours, ils ont augmenté le chiffre d'affaires de 500 millions à 700 millions. 2 ans après, donc avec le même nombre de collaborateurs, en travaillant un petit peu moins, mais plus efficacement. Voilà. Donc, il y a plein d'exemples qui bousculent et qui renouvellent le monde du Ok. travail. Et je crois qu'il est temps de se sensibiliser sur ce sujet-là. Bah, complètement, ouais. Et aussi, ça a été une des raisons pourquoi nous on propose notamment ces indicateurs qui permettent aussi d'avoir une visibilité en temps réel afin de pouvoir prévenir le pire avant que ça arrive, et avant de pouvoir, afin de pouvoir mettre en place Ouais. des choses pour agir à temps. Trop bien, trop bien. Et alors, petite dernière question là-dessus, après on passe sur l'entrepreneuriat, mais globalement, ça fait une belle transition, je trouve. C'est donc toi, tu as eu ce burn-out là, tu t'en es rendu compte. Qu'est-ce que tu fais ensuite? Quand tu t'en rends compte, c'est quoi les étapes d'après? Donc toi, tu as décidé de déménager, de changer de pays, etc. Potentiellement de te mettre dans l'entrepreneuriat, potentiellement après ton expérience en France. Qu'est-ce qui, toi, t'a fait dire, prendre conscience en fait de ça et de te dire: «OK, c'est quoi ma next step, quoi? Qu'est-ce que je dois faire ensuite?» Ma next step, c'était que notamment quand petit à petit j'ai pris plus de responsabilités dans l'entreprise, j'ai remarqué que j'avais moins de visibilité à droite à gauche et donc du coup j'ai commencé à m'intéresser. Donc moins de visibilité à droite à gauche sur les besoins des collaborateurs avec lesquels je travaille. Et donc j'ai commencé à m'intéresser un petit peu sur le sujet, à sonder un petit peu sur les outils qui existaient, à voir que souvent c'est pris en main par des cabinets RH, par des instituts de sondage qui vont envoyer des statistiques aux entreprises, etc. Qu'il y en a qui galéraient avec des outils généralistes à tout faire de A à Z, donc ils n'avaient pas vraiment une solution clé en main. Ouais. Et un jour, je me suis dit, mais pourquoi on n'inventerait pas un outil comme ça? Et avec un collègue designer notamment, donc on s'est dit, allez, il faudrait qu'on tente à créer un truc comme ça. On est quand même designer. On a l'expérience de créer quelque chose de A à Z jusqu'à la commercialisation d'un produit. Et comme ça, just for fun, on a créé un prototype qu'on avait payé de nos poches. Donc, on a trouvé des développeurs. On a fait un prototype qui permettait notamment de se donner des feedbacks, etc., mais qui était loin d'être ce que c'est aujourd'hui. Et, euh, et notamment, petit à petit, on s'est dit, franchement, c'est un sujet tellement délicat. Moi aussi, avec mon histoire, j'étais passé par un burn-out, j'étais passé par une super expérience professionnelle. Je me suis dit, mais comment ça se fait que les boîtes ne réagissent pas? Ouais, bien sûr. Ils n'ont pas d'outils pour réagir, enfin, il y a quelques outils aujourd'hui, il faut l'avouer, hein, le monde a bougé depuis. Mais je voulais être pionnier là-dedans. Je voulais
aider les gens et les entreprises et les collaborateurs d'un côté de ne plus traverser des situations comme celles que j'avais vécues. Et ça a été mon driver principal. Et donc, on a créé ce prototype. Ce prototype nous a trouvé un premier client. On avait postulé pour la station F. Comme ça, du fil en aiguille, ça a pris de plus en plus d'importance, de plus en plus d'ampleur. Et un jour, j'ai dit, bah, écoute, On y va, on fonce, quoi. j'ai moi de sens. J'ai déjà fait le tour de tous les métiers automobiles, même si c'était très passionnant et j'adorais tout ça. Franchement, ça m'a appris tellement de choses. J'avais envie de faire une chose pour moi qui avait plus de sens. Ok. Et donc, j'avais trouvé les personnes qui étaient prêtes à vivre cette aventure avec moi, donc notamment mon collègue Thomas avec qui on s'est lancé. Et après, on a trouvé des gens très passionnés qui sont des techs, des développeurs, qui ont rejoint l'aventure. Et donc, on s'est associés tous ensemble et on a Génial. créé ID3 officiellement. Donc là, finalement, la rencontre avec ton associé, toi, c'est parce que généralement, moi, c'est dans tous les webinaires que j'ai pu faire sur l'entrepreneuriat, c'est un des sujets majeurs, c'est comment rencontrer la bonne équipe. Toi, la rencontre avec Thomas, du coup, ça s'est fait dans une boîte automobile, du coup, si je comprends bien. Vous bossiez en gros ensemble, quoi. La rencontre avec Thomas, elle date. Elle date parce que Thomas, c'était un de mes amis de longue date. On s'était connus à l'école. Ah, ok, d'accord. Donc, on s'était connus autour de 98, entre 98 et 2000, on s'était connus à l'école et on a eu quasi même le même parcours dans le monde automobile, à savoir qu'on a travaillé quasiment dans les mêmes entreprises. Et Ok. c'est aussi grâce à Thomas que je suis venu en France parce que quand j'allais très, très mal en Allemagne, dans une des entreprises où j'ai vécu mon burn-out, bah, j'ai appelé Thomas. Il m'a dit, bah, tiens, ici, ils cherchent des gens motivés et tout ça, tu veux pas postuler? J'avais postulé, je suis arrivé en France et Thomas, c'est un ami de très longue date. Et c'est avec Thomas autour des cafés qu'on a souvent discuté autour de ce sujet de sensibilisation, des outils qui existaient ou n'existaient pas, etc. Et c'est avec lui qu'on a eu l'étincelle de créer ça. Et surtout parce qu'on travaille dans les mêmes contextes, parce qu'on a eu presque le même parcours et notamment petit à petit, bah, on s'est dit, on serait pas capable de monter ça sans avoir une équipe aussi associés qui sont prêts à nous suivre. C'est Ouais, vrai parce que qu'on avait essayé de travailler avec des freelances pour créer les premiers prototypes. On a payé, je ne sais pas combien, mais on a payé des grands montants pour faire réaliser des prototypes qui finalement n'étaient pas ça, qui ont dû être ajustés, adaptés, etc. ouais, Et finalement, on a compris que la meilleure des choses pour avoir des gens motivés et engagés, c'était de s'associer. vous intégrez. Et donc, on a trouvé deux incroyables développeurs qui travaillaient pour l'État en France, qui avaient un niveau de compétence juste énorme et avec lesquels on s'est associés. Eux aussi, ils ont tout quitté pour faire ça parce qu'ils Et trouvaient comment vraiment tu qu'il y les avait as du rencontrés, sens. ces devs, du coup? On les a rencontrés sur une fête d'un de nos patrons qui a organisé une fête un soir avec qui on s'entendait très bien et il faisait partie des groupes d'amis. Voilà, et on s'est rencontrés, on a tout de suite eu le fit. Ok, Et génial. on a tout de suite, on s'est dit, ah bah oui, vous êtes passionné aussi de tech, nous on a l'idée de faire un outil, on a déjà un prototype et tout. On s'est vu, on leur a montré le prototype, ils ont trouvé ça déjà trop bien. Et on a dit, bah voilà, maintenant il faut tout refondre et tout refaire au mieux. Et Ok. ils y ont cru, ils y ont cru. Et génial, ils ont Mais tout abandonné pour venir, en gros, dans l'entreprise, quoi, du coup. exactement. Et en fait, ce qui était chouette, c'est qu'on avait déjà créé quelque chose. Donc, on n'est pas parti de rien. Parce que Ouais, quand bien tu sûr. pars de rien et tu viens juste avec une idée, les gens vont se dire, bon, bah, c'est un rêveur. Mais ce qui était bien, c'est qu'on avait déjà investi de l'argent, du temps à déjà développer quelque Ouais. chose qui déjà tenait la route. Et, c'est ça qui a fait qu'on a gagné leur confiance. Et c'est aussi petit à petit comme ça qu'on a gagné la confiance des clients parce qu'on avait petit à petit monté un outil qui était meilleur, qui était plus adapté, qui répondait mieux aux besoins des clients. Et notamment pendant Covid, ça a été très dur parce que c'était très difficile de trouver des clients. Tout le monde était en panique. Ouais, bien sûr. On a donné l'outil gratuitement à une quarantaine de clients qui nous ont tous fait des incroyables feedbacks et qui nous ont permis d'améliorer le produit pendant presque un an et demi. Et la version Génial. qui est sortie en mai 2021, c'est celle-là qui a commencé à vraiment se vendre parce que les prochains clients qu'on avait, ils y trouvaient tous un sens parce que ça Ok. avait été testé, créé, co-créé par des DRH, par des RH, par des CSE qui avaient tellement bien exprimé leurs besoins qu'on ne pouvait pas se rater. Et bon, avec Ok. l'expertise design et tout ça, bah, ça a fait qu'on on a pu créer un produit qui répond vraiment bien à leurs besoins.
Là, il y a plein de trucs que tu as dit qui sont ultra intéressants, je pense, pour ceux qui veulent se lancer. Premièrement, l'entrepreneuriat, j'essaie de résumer pour que tout le monde puisse bien comprendre, mais ça va être un chemin, on va dire, qui peut être compliqué. Tu vas parler du fait que tu avais déboursé de l'argent pour avoir des prototypes, etc. Ce que je trouve intéressant, c'est que votre équipe de base avec Thomas, vous avez à peu près les mêmes compétences. Normalement, on a tendance à dire que quand on crée une entreprise, on essaie de trouver des compétences complémentaires, etc. Alors, il y a peut-être des compétences complémentaires dans la manière de manager, de voir un peu la vision, etc. Mais globalement, vos compétences pures et dures, c'est-à-dire design, etc., c'est les mêmes, quoi, on va dire. Et donc, vous avez essayé de trouver des personnes qui allaient apporter des compétences supplémentaires, c'est-à-dire les devs. Et donc ça s'est fait, mais ça s'est fait après que vous ayez déjà fait un premier prototype, et donc grâce à l'argent que vous aviez mis, on va dire, dedans. Donc finalement, il y a deux, trois petites choses qu'on peut retirer un peu de cette expérience-là, c'est que se lancer sans argent et sans avoir des personnes qui ont des compétences complémentaires dans l'entrepreneuriat, ça me semble quand même assez complexe. Il faut être 100% transparent avec les personnes ici. Ça va être dur de réussir, on Bah, va dire, là-dessus. c'est complexe, oui et non. En même temps, disons que le système français favorise vraiment l'entrepreneuriat. Il favorise vraiment l'entrepreneuriat. Pourquoi? C'est parce que si on quitte une entreprise, une grande entreprise en commun accord, il y a moyen d'avoir des aides. Donc, notamment le Pôle emploi, etc., pour création Complètement, ouais. d'entreprise. Et on a bénéficié de ça. Après, il y a quand même des systèmes comme la BPI en France. On peut chercher des petits business angels family and friends, on appelle ça, donc de la famille et des amis qui croient et qui sont prêts à mettre un petit billet pour nous aider à faire ça. On était donc passé par ça aussi. Euh, et notamment, il y a plein d'aides de l'État aujourd'hui qui font on peut bénéficier des aides pour embaucher un alternant pendant un Ah, an. complètement. Donc, il y a un système qui favorise vraiment l'entrepreneuriat et on a pleinement profité de ça, pas pour rien, mais pour quelque chose qui aujourd'hui marche et qui a complètement son sens. Mais il y a plein de pistes qui peuvent animer à se lancer dans l'entrepreneuriat et qui peuvent rassurer aussi, parce que 2 ans, c'est quand même pas peu. Ouais, Et non, mais complètement. les 2 ans qu'on a jusqu'au moment où on doit se repayer un salaire une fois qu'on a démarré une aventure comme la nôtre, c'est pas peu. Et donc, en 2 ans, on peut quand même beaucoup, beaucoup construire, beaucoup créer. Ah bah Et, complètement. Non mais ça, je retire pas ça, hein. La France, franchement, c'est un des meilleurs pays pour ça, parce qu'effectivement, le premier investisseur des startups, on dit tout le temps, c'est le chômage. Ça, c'est Pôle emploi. Et ça, je suis entièrement d'accord et je trouve ça très bien. Mais voilà, dans ton histoire, quand même, on voit quand même que l'équipe est importante, que à partir du moment où tu as intégré des développeurs pardon, dans ton entreprise, c'est là où tu as commencé à avoir un vrai produit qui s'est commencé à commencer à se et- vendre, etc. exactement. Et il faut avouer aussi, ce que nous a donné un vrai coup d'accélérateur, c'est d'avoir avoir trouvé 2 personnes qui ont tellement cru dans l'idée qu'ils ont mis de l'argent. Donc, on a eu une toute petite levée de fonds qui nous a vraiment, vraiment boosté à un moment donné. Ok. Donc, on ne peut pas faire quelque chose comme ça sans rien. Disons que déjà, le système français ou peut-être européen favorise bien l'entrepreneuriat. Il y en a qui sont un petit peu plus durs, mais il faut savoir aussi il faut aussi à un moment donné se dire si on veut faire les choses sérieusement, on ne peut pas partir de rien. Il faut un petit peu de soutien, d'aide, d'argent, de ressources, une bonne équipe, etc. Tout est transformé en capital finalement. Bah ouais, c'est ça. Et notamment avec l'équipe, pour rebondir sur ta question de Thomas et moi qui avons quasiment les mêmes profils, un start-upper doit être capable de faire plusieurs jobs, plusieurs tâches à la fois. Et donc, Thomas et moi, on est très différents dans les personnalités. Moi, je suis beaucoup plus ouvert, créatif. Thomas, il est peut-être plus orienté produit, très organisé, très allemand. Dans sa façon de fonctionner. Et finalement, on a découvert qu'il y a une vraie complémentarité. Et Thomas, finalement, aujourd'hui, sa force, c'est toute la partie marketing, client. Il gère toutes les équipes clients chez nous, le marketing, les ventes, etc. Et moi, je suis plus sur la vision long terme, sur le business, sur les partenariats, sur le recrutement. Donc, Voilà. Et après, finalement, on avec a des les gens. compétences techniques similaires, tu dis qu'en fait, l'important, c'est aussi, comme tu dis, il faut faire plusieurs métiers et vous vous êtes rendu compte que vos manières de fonctionner sont complémentaires, même si vous aviez de base des On les compétences. a, on a créé cette complémentarité, à savoir qu'elle n'était pas donnée dès le début, mais Ok. c'est vrai que c'est un job qui est. Tout le monde dirait que faire un outil RH, c'est pas du tout aussi créatif que dessiner une bagnole de A à Z. Mais moi, je trouve même que c'est beaucoup plus créatif parce que dessiner un outil RH de A à Z
à être facile dans la prise en main, utile aux gens, que les gens l'adorent, etc. C'est aussi un processus design finalement, Bah, complètement. d'un côté. Et après, ce qui se rajoute, c'est toute la partie business, structuration, financement du projet, etc. Et c'est des univers qu'on peut maîtriser si on n'est pas expert en startup, si on n'a pas déjà monté une structure, si on n'a pas pris un poste de direction avant, etc. Mais ça s'apprend. Voilà. Et c'est vrai que Thomas, son job qu'il fait aujourd'hui, il a tout appris from scratch. Moi, ce que je fais aujourd'hui, j'ai tout appris from scratch, même si j'avais certaines expertises que j'avais acquis avant dans le milieu automobile. Voilà. Mais c'est de travailler cette différence, de se spécialiser. On dit toujours que pour apprendre une chose parfaitement, il y a besoin de plus de 10 000 heures. Et c'est vrai que j'ai aussi démarré à faire des choses que, par exemple, un business plan, je savais pas du tout m'y prendre. Mais j'ai fait, refait, demandé de l'avis, appris des uns et des autres, etc. Et petit à petit, on devient expert. Et Ouais, bien sûr. la seule chose, c'est l'ouverture d'esprit, c'est jamais se mettre des freins et toujours se dire, bah, même ça, c'est créatif. Parce que c'est pas juste prendre un crayon et dessiner une nouvelle forme de voiture qui est créatif. C'est aussi structurer une entreprise, un processus, un recrutement, définir ses valeurs. Tout ça, c'est créatif. Donc, et c'est là où la passion commence. Parce que quand tu es passionné pour un truc, bah, tout ce qui peut être administratif difficile, bah, c'est même là que tu peux apporter de la créativité comme Elon Musk a fait notamment pour les fusées, pour Ouais, les mais bien sûr. voitures, etc., quoi. Voilà. Et c'est Bah, ça aussi qui fait que on est tout le temps motivé. On a tout le temps envie de bien réussir. Déjà, on est des compétiteurs à la base parce qu'on était toujours en compétition. ouais, bien sûr. Donc, c'est inné. Et c'est quoi, du coup, les prochains challenges d'ID3 là? Bah, les prochains challenges d'IDP, on a découvert qu'on a un énorme potentiel dans le marché des PME, notamment parce qu'elles ont peu de solutions qui répondent à leurs besoins. Donc, toutes les PME et les ETI, il y en a 333 millions dans le monde. Oui, Voilà. Et donc, aujourd'hui, on a un marché en France qui a 160 000 PME, dont certaines travaillent avec des méthodes pour tous ces indicateurs, donc travaillent avec des méthodes un petit peu bricolées, improvisées à l'ancienne, ou d'autres n'ont pas les moyens de faire appel à des cabinets RH. Donc, c'est déjà leur donner des solutions qui les aident ok. à devenir plus performants et qui aident les gens aussi à être plus heureux et moins frustrés au travail, à moins facilement tomber en burn-out. Donc, ils cadrent tout ça. Voilà. Notre outil les aide à avoir le chemin de A à Z. La deuxième piste qu'on a, c'est les cabinets RH qui ont découvert un vrai bonheur dans notre outil parce qu'il existe en marque blanche, ils peuvent le personnaliser de A à Z. Génial. Donc, et il y a un énorme marché des cabinets qui ont besoin de ce type d'outils et on a déjà plusieurs qui nous font confiance, donc on est très fiers de ça. Voilà, et donc, notamment, vu qu'on a plein de chiffres et une évolution super forte qui a eu lieu depuis à peu près 1 an et demi, euh, donc notamment avec la V4. On a sorti la V4 qui donne beaucoup Génial. plus d'autonomie à nos utilisateurs. Bah, depuis, il faut dire que c'est un très très bon momentum pour progresser. Donc, on se remet dans une petite levée de fonds Ok. pour aller à l'étape d'après. Donc, voilà, on a plein Bah, d'ambitions. Je sais pas si c'est le but d'aller en détail sur qu'est-ce qu'on va faire prochainement. non, pas forcément. Non, mais là, c'était de voir un peu voilà, les prochains challenges. Mais donc là, si je Mais comprends bien, prochaine levée de fonds pour peut-être ressortir une V5 ensuite avec encore des améliorations et peut-être recruter aussi un peu. Donc, oui, premièrement, je voulais revenir sur le momentum. Donc, comme on disait tout à l'heure, le monde est en train de changer. Donc, il y a un vrai momentum parce que les entreprises vont devoir petit à petit gérer ces choses en interne de plus en plus. Voilà, et il y a un vrai momentum et je crois qu'on est pionnier, relativement pionnier dans ce milieu et on va prendre ce moment pour atteindre encore plus de gens. Ok. Là, les PME, c'est quelque chose de très intéressant pour nous parce qu'on se dit, bon, les grands groupes sont souvent plus rigides. Les PME, il y en a tellement, ils ont besoin de solutions pour y Ouais. faire face et ils sont plus agiles. Et je sais qu'avec les PME, on peut atteindre un nombre de gens beaucoup plus important. Voilà. Je reviens sur le but final de tout ça, c'est le sens. Je crois que si on arrive à rendre notre outil utile pour toutes ces PME, aussi pour les grands groupes, parce qu'on en a aussi qui adorent, moi, je crois qu'on aura fait quelque chose de très, très utile. Je crois on aura contribué à l'amélioration fondamentale du monde du travail, mais c'est encore un long chemin. J'ai envie de dire qu'on est juste au début.
Voilà, Ah et oui, donc, effectivement, sur la roadmap, on a aussi l'internationalisation. Il y a un moment donné, il va falloir sortir de France, à savoir qu'on a déjà des clients internationaux, mais qui ont leur siège en France. Donc, aujourd'hui, on a déployé notre outil en 11 langues différentes sur plus de 40 pays. Donc, génial. donc c'est quelque chose il faut donner suite à ça, il faut développer ça. La deuxième chose, c'est qu'il faut aussi mettre l'accent sur les cabinets, parce que les cabinets, pour nous, c'est des multiplicateurs, parce qu'ils prennent l'outil, Ouais, ils y trouvent une vraie utilité, et les cabinets, ils ont leurs clients, et ils peuvent donc mieux répondre aux besoins ils peuvent mieux répondre aux besoins de ouais, leurs de leurs clients à travers clients. notre outil. Ouais. Ils vont gagner en performance. Voilà, et après, aujourd'hui, on offre un niveau d'autonomie qui est relativement bon, mais j'aimerais bien offrir encore plus de facilité pour la prise en main. Donc, on va faire aussi une offre self-service complet parce que Génial. parce que c'est plus scalable, j'ai envie de dire, et ça va atteindre beaucoup plus de monde, et donc beaucoup plus de monde vont pouvoir régler leurs défis, leurs challenges, sans forcément avoir une équipe de 100 000 personnes qui répondent aux besoins de 333 millions de PME dans le monde. Donc voilà, c'est aussi une des pistes qu'on va mettre en place, Bon, c'est le self-service, afin de donner cette autonomie à nos clients. très bien. Il y a beaucoup de challenges. Beaucoup de challenges. Beaucoup, Ça, beaucoup. vous avez compris, je pense, à ceux qui nous écoutent, ceux qui regarderont la vidéo en replay. Si vous avez envie d'en savoir plus sur iD3, n'hésitez pas. Christian, je ne sais pas si tu veux donner peut-être ton adresse mail, un contact, quelque chose pour te contacter, ou même sur LinkedIn. Globalement, je pense qu'on peut te trouver. Bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'il faut que je fasse un commentaire du coup dans le chat ou Tu peux laisser un comment? commentaire sur le chat. Tu peux le dire à l'oral aussi pour ceux qui peut-être y écouteront le webinaire en replay sans regarder la vidéo, par exemple. Bref, Donc je vais ça, le mettre dans le chat. ouais. Et après, voilà, n'hésitez pas, hein, il y a beaucoup d'objectifs. Je pense que du coup, s'il y a une levée de fonds derrière, il y aura un peu de recrutement aussi. Donc peut-être potentiellement regarder chez Iditri s'il y a des postes qui vous intéressent. En tout cas, c'est une Tout à super fait. équipe. Je connais Christian du coup depuis maintenant presque 2 ans, parce que ça fait 2 ans que je suis chez Seed Legals. Donc on s'est rencontrés pratiquement au tout début. Donc voilà, je sais l'équipe qu'elle est très très bonne. Donc n'hésitez pas. Son adresse mail, du coup, c'est christian.goudima, Gudima, id-6-tree.com. Et Voilà. Christian, j'insiste, c'est sans H. La plupart des gens vont C'est vrai avoir que tendance à c'est l'écrire sans avec un H. H. Donc c'est sans H. T-R-I-S-T-I-A-N, c'est vrai. Et voilà, et je pense Voilà, qu'on peut te donc contacter sur LinkedIn, etc. aussi s'il y a des questions là-dessus après le webinaire, avec grand plaisir, quoi. bah, avec grand plaisir d'échanger. Ouais, alors je crois pas qu'il y ait de questions. Je redis à tout le monde effectivement que si vous avez des questions, n'hésitez absolument pas. Q&A, là il nous reste en gros 8 minutes. On arrêtera en amont bien sûr s'il n'y a pas de questions. Euh, on va attendre peut-être 1 minute. Mais voilà, peut-être si tu as un mot de la fin à dire, Christian, pour tout le monde aussi, pour que tout le monde puisse reconnaître un peu Ailitri. Je sais pas, voilà, si tu as quelque chose à dire à la fin, sinon je pense qu'on peut s'arrêter là. Mais le mot de la fin que j'ai, c'est que voilà, soyez passionnés. Non, soyez pas passionnés. C'est que la passion, de manière générale, quand on est passionné de quelque chose, ça, c'est un vrai moteur. Euh, faut faire attention de ne pas s'épuiser parfois, parce que quand on est trop passionné, on peut trop se donner, après on fatigue. C'est ce que j'ai vécu pendant toutes ces années de design, de créativité, mais globalement, c'est un driver qui peut bouger des montagnes. Et, ok. voilà, modestement, je dis ça, c'est pas soyez passionné, mais la passion, ça peut aider. Il y a une question qui vient d'apparaître justement, qui est pas Oui. mal d'ailleurs, de Delphine. Qu'est-ce qu'on perd quand on quitte un grand groupe et qui peut manquer quand on entreprend? On perd toute sa sécurité, parce que c'est vrai qu'on est bien au chaud dans un grand groupe. Il y a des phases où on peut performer, il y a des phases où on doit performer, il y a des phases où on ne performe pas, et pour autant le salaire arrive à la fin du mois quand même. Donc on perd cette sécurité. C'est vrai qu'on est souvent sur l'âme de rasoir, parce qu'on se dit bon, comment on va faire pour réussir cette mission? Qu'est-ce qu'on fait s'il signe pas nos nouveaux clients? Comment on fait la fin du mois si on n'atteint pas l'objectif de vente, etc. Ouais. Donc c'est vrai que cette sécurité n'y est plus. Pour autant, on gagne de l'excitation, de la passion, on gagne du plaisir, on gagne C'est vrai que c'est un petit peu un... Comment t'appelles le truc dans les C'est parcs des- un- d'attractions? un- ah, c'est Mais un on peut vivre plus roller souvent des coaster, quoi. montagnes russes, c'est ça un Voilà, c'est roller ça, les coaster, montagnes russes. Ouais, exactement. mais notamment, enfin, j'ai envie de dire, c'est pas terrible quand c'est chiant non plus dans la vie. Ah bah complètement, ouais. Il y a besoin de se challenger, il y a besoin
de se pousser de temps en temps. Pas tout le monde est fait pour, il faut le dire aussi. Et c'est respectable qu'il y a des gens qui ont moins le défi, mais il faut quand même aussi du courage. Donc, il faut de la passion et du courage. Sans courage, ça ne va pas le faire. Et ça a été le Clairement. plus dur. J'espère que Delphine, la réponse te convient. Te convient. On n'a pas d'autres questions. Donc écoute, Christian. Alors si. Oui, c'est parfait. Non, c'est bon, c'est Delphine qui répond. Christian, je te propose qu'on arrête là. Merci beaucoup en tout cas d'avoir Parfait. participé Merci à ce Mathieu. webinaire. Merci Sid Eagles. Pas de problème, on est Et là pour justement transmettre un ravi peu les de infos. cet échange. Ouais, ravi aussi. Merci à tous d'avoir participé en tout cas. Vous retrouverez ce webinaire en replay sur notre chaîne YouTube Sillegals France. N'hésitez pas en tout cas. Et Christian, très bonne journée et bonne journée à tout le monde. Merci. Bonne journée à tout le monde aussi. Et bonne Bye. journée Mathieu et ton équipe. Ciao, bye. Ciao.